Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Basket Session, nouvel épisode du CQFR. Il n'y avait pas de match la nuit dernière, en tout cas pas de match NBA. Il y avait de la WNBA, il y avait du championnat de France, on va en parler. Mais d'abord, un petit point sur les finales parce que l'information, Shai, est tombée sur Tyrese Haliburton. Élongation du mollet. Il va quand même devoir passer une IRM, nous dit Shams Charania. On s'attend effectivement à le voir jouer, mais il faut voir s'il peut jouer. C'est pas encore gagné apparemment pour les Pacers. Et même s'il venait à être là, on peut déjà penser que Tyrese Haliburton serait effectivement plutôt diminué lors de ce match 6 qui s'annonce décisif, puisque je rappelle, Oklahoma City mène 3-2. Ouais, c'est ça l'annonce, la nouvelle, c'est que bon, on s'en doutait un petit peu après avoir vu les images, on se doute bien que il a pas passé des minutes en dehors du terrain avec une poche de glace simplement pour le plaisir. C'est une très mauvaise nouvelle qui était attendue. Je pense qu'il va jouer. J'ai l'impression que s'il y a un match où où tu vas tout tenter pour essayer d'être présent, c'est bien un match 6 des finales NBA. Mais dans quelles conditions? Est-ce qu'il va réussir à tenir le coup? En face, on se doute bien que ça va aussi jouer physique, qu'ils auront ça en tête au moment de défendre sur lui, ce qui aurait déjà été le cas même sans élongation, hein. De toute façon, on se doute bien qu'OKC aussi surveille Haliburton en particulier. C'est si les Pacers arrivent à gagner ce match avec Haliburton à je sais pas quel pourcentage de sa forme et aussi limité, ce sera quasiment un petit exploit. Je considérerais ça comme un petit exploit. Et on aurait évidemment aimé qu'il soit à 100% pour ce match-là. Après, il y a des joueurs qui, blessés, arrivent à jouer différemment, en étant prudent, à jouer plus appliqué. C'est déjà un joueur qui est plutôt appliqué au niveau du soin qu'il prend avec le ballon. Je pense qu'il va jouer, je l'espère en tout cas, et qu'il arrivera à s'exprimer un peu quand même. On aura des nouvelles normalement dans la journée ou d'ici demain. Le match est dans la nuit de jeudi à vendredi. D'ici là, effectivement, on aura les résultats de l'IRM et on verra ce que ça donne pour Tyrese Haliburton. Les Pacers participent au final NBA, mais leur front office reste actif. Trade réalisé par Indiana hier soir en pleine finale. Les Pacers ont envoyé le 23e choix de la draft 2025, donc de la draft à venir. Ils l'ont envoyé aux Pelicans. En plus, avec ce pick, les droits de l'ancien joueur de J-League, Moya Viking, perso, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça son prénom, je m'excuse. En échange, Indiana récupère surtout son premier tour de draft, son propre premier tour de draft, qui appartenait désormais à New Orleans. À la base, il l'avait envoyé à Toronto. Toronto l'a envoyé à New Orleans pour Brandon Ingram. Donc, ce pick revient à Indiana. Et ce n'est pas un move anodin, Shai, parce qu'en faisant ça, Indiana débloque plusieurs pics en réalité. Est-ce que tu veux expliquer? Est-ce que tu veux que j'explique? Je veux bien. C'est toi l'expert en trade, mais en gros, il y a un nombre limité de pics sur les années consécutives que tu peux envoyer, c'est ça? Tu peux pas trader ton pic 2 années de suite. Si tu as tradé ton pic 2026, par exemple, tu ne peux pas trader le 2027. Sauf que ce qui se passait là dans ce cas précis, non seulement c'était le pic 2026, mais ce pic, tu sais, on voit parfois premier tour 2026, protégé 1-4 en 2026, puis 1-8 en 2027, et ainsi de suite. Ouais. Et si ça n'est toujours pas donné, au final, ce sera 2 seconds tours. Du coup, en fait, ce pic 2026, il ne pouvait pas non plus, il restreignait aussi tout en 2027, vu qu'il y avait encore des protections sur 2027. Et du coup, il restreignait aussi 2028, vu qu'on ne savait pas exactement à quel moment il allait être envoyé. Donc, jusqu'en 2028, les Pacers ne pouvaient rien envoyer. Là, maintenant qu'ils ont récupéré ce pic et les droits de ce pic, une fois que la draft sera passée, donc ils transfèrent leur 2025, ils ne peuvent pas, là, tout de suite, transférer leur 2026. Le 2025 est déjà transféré. Par contre, une fois la draft passée, on revient, on reset. Donc, ils ont 2026, transférable. Donc, 2028, transférable. Donc, 2030, transférable. Ouais. Donc, 2032, c'est sur 7 ans toujours. Donc, de 2025 à 2032. 2032, transférable. Donc, 4, si je ne dis pas de bêtises, pics transférables. Et les années entre sont tous des swaps potentiels. 2027, oui, 2029, swap, ouais. 2031. Donc, Indiana se retrouve avec 7 pics de disponibles si jamais cette équipe veut se renforcer. Ouais, c'est ça l'intérêt, c'est de s'offrir une belle flexibilité pour l'intersaison par rapport à ce qu'ils voudront faire. Moi, je me demande si c'était dans les plans dans tous les cas ou si le fait d'être arrivé jusqu'en finale les a incités peut-être à bouger là-dessus. C'est aussi un move qui est important pour New Orleans, je trouve. Il faut en parler aussi parce que si je dis pas de bêtises, du coup, New Orleans a les pics 7 et donc 23. Oui. Ce qui fait que, vu qu'eux espéraient forcément mieux de la loterie, ils espéraient mieux que le numéro 7 cette année,
ils peuvent éventuellement proposer un package 7-23 pour monter ou pour récupérer un autre joueur. Tout à fait. Donc j'ai l'impression que c'est un move qui est gagnant pour tout le monde, vu que Indiana s'offre la fameuse flexibilité sur plusieurs années s'ils veulent faire alors un gros trade, je sais pas, mais tu peux, mais que maintenant il faut 4 ou 5 premiers tours de draft pour récupérer des joueurs référencés. C'est intéressant, ça leur donne. C'est intéressant pour leur avenir proche et moins proche, parce que on en parlera plus tard aussi, mais l'année prochaine sera un challenge pour Indiana parce que personne les attendait. C'est très compliqué après de reproduire ce niveau de performance. Ils l'ont fait par rapport à l'année dernière, on est encore mieux. Et peut-être que pour rester au top niveau avec les équipes qui maintenant vont les surveiller, il faudra faire un move ou plusieurs moves d'envergure. Tu mets le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est les finales, est-ce que c'est le parcours qui a motivé ce trade. Pendant la campagne de playoff, on a appris que le propriétaire avait fait comprendre à ses dirigeants qu'il était prêt à payer la taxe pour garder cette équipe ou pour aller au-delà. Effectivement, les Pacers ont des raisons d'être ambitieux, ont des raisons de se dire nous aussi, on peut effectivement faire, comme tu as dit, un trade d'envergure. Alors, on sait qu'il y a un passif entre Giannis Antetokounmpo et les Pacers, mais Indiana pourrait aussi avoir une offre très intéressante avec énormément de pics, avec des bons joueurs, des bons joueurs et même des bons jeunes joueurs pour le coup, tu vois. Alors oui, ils n'ont pas un Stephen Castle, mais tu vois, les Bénédicte Mathurin, il y a pas mal de gars qui peuvent intéresser d'autres équipes. Donc, que ce soit pour un trade majeur ou pour faire venir des très bons joueurs de complément qui des fois coûtent. Je sais pas, tu vois, Cam Johnson serait parfait à Indiana. Alors bon, là, il y a peut-être Pascal Siakam. Enfin, en tout cas, ça serait un joueur qui, je pense, se fondrait bien. Il y a déjà Nesmith et tout. Ils n'ont peut-être pas besoin de Cam Johnson. Mais le profil de Cam Johnson, les joueurs comme ça pourraient très bien marcher à Indiana. Souvent, c'est des joueurs pour lesquels il faut lâcher 1 ou 2 pics. Indiana va pouvoir faire tous ces moves. Ce que tu disais aussi sur New Orleans, c'est effectivement très intéressant. Je n'y avais pas pensé. Mais les Pelicans, c'est très décevant effectivement d'avoir pioché en 7. Il y a une équipe en NBA qui pioche en 3, qui n'a pas l'intention d'être là à la base. C'est Philadelphie. Si jamais les Sixers décident de ne pas reconstruire et Daryl Morey n'a pas l'air d'être dans cette optique de reconstruire, tu peux essayer de refourguer un de tes joueurs, pas juste tes pics 7 et 23. Peut-être, je sais pas, est-ce que Dejounte Murray, ça intéresse Philadelphie? Tu vois, est-ce qu'il y a un mec qui intéresse Philadelphie dans ce lot? Et essayer effectivement d'aller remonter jusqu'au 3, qui est déjà une place un peu plus intéressante pour aller chercher une future star. On pourra parler un peu de mock draft. Il y a un certain joueur que tu aimes bien qui est en train de monter en 3. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. Bien sûr. Oui, sur ESPN, il y a celui qui était annoncé en 3 à la base, Ace Bailey, est beaucoup descendu. Tiens, on peut enchaîner avec la draft. Ce n'était pas l'ordre tout à fait prévu, mais on peut le faire comme ça. La draft, il y a la mock draft d'ESPN, il y a plusieurs mock drafts, ça varie selon le média. Celle d'ESPN est intéressante parce qu'elle est gérée par Draft Express, média très spécialisé, et Jonathan Givony qui est très bien renseigné. Et sur cette mock draft, donc on apprend que Ace Bailey il chute. Alors pour l'instant, il chute parce qu'il n'a aussi pas voulu faire des workouts, moins qu'il remonte. Mais le plus intéressant pour nous, c'est qu'en 9e position, on retrouve un Français, Noah Essengue, annoncé en 9. Ouais, c'est marrant pour les Français sur cette classe de draft. Il y a tout et n'importe quoi. Depuis le début de l'année, entre Nolan Traoré qui a été très haut puis plus bas, Noah Essengue qui remonte fort sur la fin, c'est difficile d'avoir une lecture claire. En plus, pour Essengue, c'est pas un joueur qu'on a beaucoup. Nous, on a vu jouer. Forcément, il joue en Allemagne, donc on est obligé de se contenter des highlights et des analyses des experts. Mais c'est très intéressant et ça montre aussi que la cote des Français en général reste très élevé, que ça intrigue toujours ce profil. En plus, il a le profil un peu actuel des joueurs qui plaisent. C'est-à-dire que c'est un mec avec une taille de pivot, mais qui joue ailier, quoi, en fait, qui a des qualités athlétiques. Au niveau positionnel, il peut jouer à peu près partout. Enfin, il y a un potentiel qu'on voit, qu'on imagine bien, avec un développement sur le shoot qu'il faudra faire, mais il y a plein de très belles choses. Il ressemble à un joueur NBA moderne ou un futur joueur NBA moderne qui va plaire à beaucoup de monde. Donc il sera drafté. Je crois qu'il est dans la green room aussi. J'ai vu que Nolan Traoré était dans la green room et je crois que Noah Essengue aussi y sera. Donc c'est que il y a parfois des accidents et des joueurs qui restent jusqu'au bout, les pauvres, bloqués dans la green room. Mais en général, c'est que tu as normalement un intérêt ou plusieurs intérêts qui te laissent penser que tu vas être pris assez haut. C'est intéressant d'ailleurs pour Traoré qu'il soit dans la green room parce que sur toutes les mocks, il chute complètement. Il est maintenant, donc que ce soit The Ringer ou ESPN, il y a 5 Français annoncés au premier tour. Ce qui est très très fort. Il est le dernier classé de ces 5 Français sur ces mock drafts. Et je ne pense pas que ce soit le moins bon des 5, ni le moins talent.
comme on en avait déjà parlé, je pense pas que ce soit une histoire de talent, tu vois. Oui. C'est une histoire, et c'est pour ça que moi, par exemple, j'avais anticipé une forme de chute chez Traoré qui me Ouais. semblait presque logique. C'est qu'en fait, les arrières, si tu joues en Europe, soit tu es très 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 fort, un meneur arrière, parce qu'il faut qu'on puisse se dire on va te donner la balle, sinon on a peur que tu ne serves pas à grand chose. Ou entre guillemets, façon de parler. Donc, soit tu peux arriver dans une équipe très faible où on se dit, OK, tu es assez fort pour que je te donne les responsabilités. Mais on voit en plus les limites de plein mal de meneurs qui ont été draftés ces dernières années. S'ils sont juste middle, ça ne marche pas assez. Et Traoré, sur ce profil-là. La NBA se méfie des meneurs français maintenant, il faut le dire. En plus, peut-être, ouais. Mais si tu regardes, à part Dylan Harper, qui lui, pour le coup, fait l'unanimité, derrière, les arrières, les guards, en fait, c'est beaucoup plus bas. C'est vraiment, il y en a très peu dans le top 10, alors que des mecs comme Exenge, justement, tu l'as dit, il est très grand, il fait 2,8 m sans chaussures. Pour la NBA, c'est avec encore plus d'envergure, etc. C'est typiquement le profil ultra athlétique qui va plaire, qui est recherché. Alors que Traoré, c'est un meneur, c'est un peu plus risqué. Ça ne veut pas dire que Traoré n'aura pas une belle carrière ou qu'il ne sera pas plus fort que plein de mecs draftés devant lui. Mais je comprends que sa cote puisse baisser un peu. Ouais, mais s'il est dans la green room, s'il est dans la green room, c'est effectivement bon signe pour lui. C'est un peu étrange vu les dernières mocks, mais c'est bon signe pour lui, c'est clair. Ouais, moi, je reste quand même dans le train. Je sais qu'il y a eu des hauts et des bas sur sa saison là encore. Le seul match sur lequel que j'ai regardé de lui récemment, c'était contre Le Mans le mois dernier. Et il fait 21 points, 7 passes, il est à droit à 3 points, il perd peu de ballons, il va super vite, puis faut se rappeler qu'il a que 18 ans. Je trouve qu'il a vraiment plein de qualités, un gros potentiel, et que son potentiel, même juste son potentiel, pour moi, c'est pas de la fin de premier tour, c'est potentiel loterie. Pour moi, même dans cette classe qui est plutôt bonne, il y a plus de joueurs, notamment américains, sur lesquels j'ai des doutes, des incertitudes. Que sur Nolan Traoré pour la suite. Mais bon, dans tous les cas, tu as raison, c'est bien, il y a 5 joueurs français qui vont peut-être être draftés au premier tour, même s'il n'y en a aucun qui sera top 5 probablement. C'est un signe de bonne santé quand même. Et c'est vrai que sur ESPN, ça change un peu de The Ringer. Celui qui est annoncé ensuite après Exenge. Donc on a Exenge en 9, on reviendra sur Speak 9. Ouais. En 14, il y a Bérenger. Johan Bérenger, annoncé en 14 aux Spurs. Ensuite, on retrouve dans l'ordre, je crois que c'est Maxime Reynaud à Orlando en 25. Un peu sur le côté, tiens, si le Magic prenait un grand qui shoot, ça pourrait servir. Avec New York est déjà prêt, qui a déjà la bouteille, quoi. Exactement, Reynaud dont la cote a pas mal monté. À la base, il était annoncé au second tour. Donc en 25, Maxime Reynaud. En 26, à Brooklyn, Nolan Traoré. Franchement, s'il est drafté en 26, mais à Brooklyn, ça peut être très intéressant pour lui. Si c'est une équipe qui lui laisse... Je pense vraiment que Brooklyn n'aura pas de star. Je suis désolé pour les fans des Nets. Je pense que les Nets sont condamnés quand même encore à passer un moment par du purgatoire, en tout cas par de la reconstruction. Si Nolan Traoré il peut avoir des responsabilités en attaque sur au moins une vingtaine de minutes avec un coach comme Jordi Fernandez, il peut vite montrer ce que tu as dit, exactement ce que tu as dit, que attendez les mecs, à la base, à un moment, si j'étais annoncé top 5, c'était pas non plus par hasard. Je suis un meneur d'1m90 athlétique. Oui, c'est ça, il fait un peu plus d'1m90 même. Il fait un 96, je crois, Nolan Traoré, quelque chose comme ça. Donc, je suis un meneur grand, très athlétique, qui peut scorer. Comment ça, vous m'avez pris aussi bas? Donc, ça peut être intéressant pour lui. Vraiment, Traoré, ce qui va compter, je pense, c'est la franchise. Et ensuite, en 30, on trouve Noah Penda du côté des Clippers. Voilà, ça c'est celle d'ESPN, celle de The Ringer est un poil différente, mais les deux annoncent 5 Français au premier tour. Et tu disais que donc il y a un joueur que j'aime bien qui monte en 3, c'est ça? Edgecombe. Edgecombe annoncé en 3 par ESPN. Je suis pas objectif, moi je le prendrais même en 2. Je suis pas objectif, j'ai fait un article sur lui. Je te le dis, je te dis ce que moi je ferais. Après, je sais que Dylan Harper, il a un gros potentiel et que il y a un consensus dessus, et c'est vraiment pas un mauvais joueur. Juste, j'aime trop Edgecombe. Je pense que heureusement peut-être que je suis pas GM NBA, sinon je l'aurais pris en 2 derrière Flag. En fait, ce que je trouve dur, si tu prends pas Harper, c'est que tu prends le risque de pas prendre un meneur arrière qui peut jouer on-ball, off-ball, 2 mètres, background NBA, du toucher, qui avant sa blessure faisait peut-être la meilleure saison freshman en NCAA. Il y avait Cooper Flag. Hein. C'est avant sa blessure. Dylan Harper, tu peux te poser la question, alors dans une équipe plus faible. D'ailleurs, Roger partait pas encore autant à la dérive. Il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a le premier tiers, c'est Flag. Le deuxième tiers, c'est Harper. Donc, c'est Flag tout seul. Le deuxième tiers, c'est Harper tout seul.
Et ensuite, tu as un drop. Mais comme tu as dit, effectivement, c'est ce que tu ferais. Ça ne veut pas dire que c'est juste deux avis différents. Finalement, moi, j'en sais rien non plus. Tu vois, c'est là, je fais le mec, mais en réalité, j'en sais absolument rien. Par contre, là, tu as raison, c'est qu'Edgecombe, il fait effectivement forte impression. Ouais, j'aime et pour l'instant, il est annoncé en 3. Alors, c'est lié aussi un peu à la chute de Ace Bailey, mais Edgecombe va être pris après. Ça serait étonnant qu'il soit pris au-delà de la 4e place, quoi. Ouais, et puis après, peut-être que Bailey sera quand même pris en 3. Enfin, je veux dire, les gens sont quand même assez attachés au talent brut. On sait qu'il y a du talent brut, il manque des choses autour, mais je pense qu'il sera peut-être quand même pris en 3. Le consensus, c'est Harper en 2, peut-être Bailey en 3, mais voilà. Et juste Edgecombe, voilà, on en rediscutera surtout la saison prochaine. Ça dépendra de là où il va atterrir. S'il peut y avoir rien de garanti qu'il soit pas pris un petit peu plus bas aussi, hein, mais j'adore le bagage qu'il a, l'attitude défensive, même la personnalité qu'on a pu voir sur les interviews, tout ça. J'ai un gros crush sur VJ Edgecombe. Disons que Edgecombe, en plus, sur n'importe quelle équipe, même en 2 d'ailleurs, de 2 à 6, en fait, tu te dis que ce soit San Antonio, que ce soit Philadelphie, que ce soit Charlotte, que ce soit Utah, que ce soit même Washington, toutes ces équipes-là auraient un intérêt à avoir un joueur comme Edgecombe. En fait, ces 4 équipes de 2 à 6 auraient un intérêt à avoir un joueur comme Edgecombe. Tu as raison sur Bailey, se méfier, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne sera pas pris en 3, c'est que pour l'instant, il a refusé de workout. Il y a pas mal d'interrogations sur sa personnalité, etc. Mais il va quand même faire un essai avec les Sixers juste avant la draft. Et on sait que ce genre d'essai, des fois, ça peut faire pencher la balance. Tu vois, si jamais il fait forte impression, les Sixers se diront peut-être exactement ce que tu as dit. Bon, bah, après tout, c'est quand même lui le plus gros potentiel. Allez, prenons ce gars-là. On verra ça le soir de la draft. Effectivement, pour l'instant, Bailey il est descendu jusqu'en 6 du côté de Washington. Mais moi, je me méfie des joueurs qui pensent qu'ils sont trop bons pour donner des workouts à des équipes qui sont au-delà du top 3, top 2. Alors, c'est bien, il a confiance en lui et il a toutes les raisons de l'avoir, hein, mais parfois, tu vois, il y a des joueurs, il y a des très, très grands, des mecs qui sont devenus des très grands joueurs, qui ont été pris très haut, qui ont accepté de rencontrer d'autres dirigeants, ne serait-ce que parce que peut-être parfois ils les ont convaincus de faire un trade-up, tu vois. Je sais pas, j'aime pas trop l'approche. T'as rien montré. T'as fait une saison avec Rutgers où c'est pas que de son fait, évidemment, hein, où ils sont même pas allés au tournoi. Ils sont même pas allés au tournoi NCAA. Voilà. À la limite, si Flag il dit non, moi je fais pas de, et je sais même pas si j'aurais beaucoup aimé ça non plus. Mais j'aime pas trop si c'est bien ça le motif de sa chute, s'il avait effectivement refusé des essais avec des équipes attendues au-delà du top 3, c'est effectivement pas un très très bon signe, je trouve, mais ça n'enlève rien à son talent et les qualités qu'il a. Je parlais du pick 9, parce que le pick 9, donc, c'est la propriété des Raptors, et les Raptors pourraient être tentés d'échanger ce choix de draft contre Kevin Durant. Il y a toujours, tous les jours, des rumeurs sur Kevin Durant. Ça va un peu dans tous les sens. Ce qu'on se rend compte, c'est que les offres sont certainement pas à la hauteur de ce qu'espéraient les Suns. Ça, on aurait pu s'en douter. Les Suns pourraient revoir leurs exigences à la baisse et ça pourrait profiter à Toronto, qui a peut-être le meilleur package. Si celui qui sort là récemment dans la presse, c'est à prendre avec des pincettes. Ça vient de médias qu'on n'a pas l'habitude de voir au monde des rumeurs, mais ce sera un package autour de R.J. Barrett, Immanuel Quickley, Jakob Poeltl et le 9e choix de la draft. Donc quand même 3 joueurs, dont 2 joueurs encore assez jeunes, plus un pick dans le top 10 contre Kevin Durant. Est-ce que tu fais pas? Je sais pas si je fais. Alors j'aime bien, je fais partie des gens qui aiment bien RJ Barrett et qui croient toujours en son potentiel. Je lisais que au sein des Raptors, tout le monde n'était pas ultra convaincu et était plutôt ouvert à l'idée peut-être de s'en séparer si ça te permettait de. Alors j'allais dire de faire un coup à la Kawhi, mais on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Il n'y a pas le même effectif aux Raptors que quand Kawhi est arrivé. Mais bon, alors admettons Barrett, Immanuel Quickley. Barrett 25 ans, Quickley 26 ans. Ouais, Jakob Poeltl et le 9e choix de la draft. Mais tout dépend des autres. Si vraiment tu es désespéré, ce qui sera peut-être un peu le cas des Suns, ils ont peut-être pas envie de le perdre contre rien du tout. Peut-être que tu le fais, mais du coup, c'est une équipe vraiment de transition en attendant mieux. Mais est-ce que Barrett t'assure ça derrière? Je sais pas. Faudrait vraiment voir les autres offres, mais j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir potentiellement mieux sur le marché, mais visiblement, les équipes sont assez frileuses et se méfient. Logiquement, au début, il y avait des offres trop élevées. On se disait, c'est pas possible. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient ça? Pourquoi est-ce qu'une équipe accepterait de donner tout ça pour un joueur qui est l'un des meilleurs de tous les temps, mais qui va avoir 37 ans, qui a un petit historique de blessure et qui va pas tout seul changer la face de ta franchise?
On est passé d'offres peut-être trop élevées à des offres peut-être un poil pas assez élevées. Je sais pas. Est-ce que les Suns, ils sont vraiment sûrs de perdre Kevin Durant pour rien? Parce que là, en fait, son contrat expire l'an prochain, mais sur la free agency, il pourra jamais. Si les Suns lui proposent une extension, je sais pas, 110 millions sur 2 ans, ça c'est 55 millions la saison. L'an prochain, il n'y a aucune franchise qui a 55 millions sous le cap à lui offrir, hein. Il n'aura jamais un salaire. Là, généralement, je sais pas, là, l'équipe qui a le plus de thunes sous le cap, c'est peut-être Brooklyn. Et à part Brooklyn, je sais pas, c'est des équipes que vous proposez 20 à 30 millions, mais pas plus. L'an prochain, est-ce qu'il y aura une équipe qui aura 50 millions à offrir? C'est là qu'on va voir si, quand il dit tout le temps I'm just a hooper, est-ce qu'il va faire vraiment juste une décision purement sportive ou pas? Là, on verra, parce que oui, personne ne lui donnera autant d'argent, même s'il reste. Non, mais surtout, personne ne pourra lui donner, en fait. Et personne ne pourra lui donner autant d'argent, ouais, c'est vrai. Alors que si tu fais un trade, une prolongation, c'est différent. C'est pas la même chose. Tu n'as pas obligé d'avoir autant de cap nécessaire pour prolonger ton joueur. Mais ouais, et pour les Suns, cette offre avec Barrett, Quickly, imaginons Noah Essengue, on prend Noah Essengue en 9 et Piotr, c'est pas exceptionnel, c'est sûr. C'est pas exceptionnel, mais RJ Barrett, il a 25 ans, il peut apporter du scoring. Il a montré que c'était un joueur, au moins un starter en NBA. Je pense qu'on a abandonné l'idée que ce soit une star, mais c'est un mec qui peut jouer aux côtés de Devin Booker. Quickly, il viendrait compenser sur un poste où les Suns ont besoin de monde. Il est capable de défendre, un peu comme Barrett. Ça peut être des joueurs un peu athlétiques, pas très athlétiques non plus Barrett, mais assez athlétiques, qui donnent un peu de jeunesse, un peu de dynamisme à l'équipe des Suns. Ils n'ont pas de pivot. Ça leur fait 3 joueurs de rotation, en fait 3 starters en fait. Ils récupèrent 3 starters d'un coup pour être potable ou potable plus, tout en récupérant un pick et en se débarrassant enfin de Kevin Durant. Dans l'idéal, il faudrait peut-être qu'il y ait un deuxième pick. Je ne sais pas si les Raptors y mettront un deuxième pick, mais c'est pas catastrophique. Et tu sais ce que j'ai vu qui est marrant? Je sais que je radote avec ça, hein. Je vous embête tous avec ça. Je pense que Kevin Durant sera effectivement transféré. Mais tu te souviens de qui part tout ce truc? Quel est l'insider qui a dit « Je suis sûr à 98% que Kevin Durant va être transféré » Tu te souviens? Je ne me rappelle plus. C'est monsieur Brian Windhorst qui a dit, c'est lui qui a tout commencé ce truc-là depuis février, je suis sûr à 98%. Et bien Brian Windhorst, hier à la télévision, a dit, et ben finalement, je ne serais pas surpris si Kevin Durant y restait à Phoenix. C'est quand même marrant que ça vienne de lui, qui a poussé à ce point, qui dise maintenant à la télévision, je ne suis pas sûr que Kevin Durant il va être transféré. Je pense que les chances aujourd'hui sont quand même plus vers un transfert. Mais si personne lâche d'offre, les Suns, ils n'ont juste pas intérêt à le faire, quoi. Oui, et puis il y a l'option d'attendre la deadline de février. Et puis il y a des équipes qui s'excitent un peu désespérées. Une équipe qui se dit mince, si on a vraiment avec KD, on n'est pas si loin du compte, ou alors on est complètement à la ramasse et il nous faut un move. Comme Jimmy Butler. Ouais, voilà, comme pour Jimmy Butler. Donc peut-être qu'effectivement, il ne se passera rien avant février. J'ai du mal à imaginer qu'il laisse aller au bout de son contrat et qu'il y ait donc le risque de le perdre sans contrepartie. Mais ouais, peut-être février, peut-être que tant qu'il n'y a pas d'offre satisfaisante, la valeur même de KD peut bouger entre-temps. Je pense que s'il est là, ils vont le faire jouer. Hein. Il ne va pas rester. Et puis s'il est bon. Puis il sera bon, en fait. Ouais, Kevin Durant, il sera bon. Moi, c'est plutôt l'inconnu, c'est le niveau d'autres équipes, le niveau de désespoir d'autres équipes et de ce qu'elles sont prêtes à miser au moment de la deadline. On sait qu'il y a le sentiment d'urgence et des équipes qui peuvent s'exciter un peu et lâcher des pics qui n'étaient pas prévus à la base ou des joueurs qui n'étaient pas prévus. C'est peut-être le meilleur calcul pour les Suns de ne pas accepter trop vite et d'attendre février. Ouais, effectivement. Et puis si jamais ça se passe bien sur les premiers mois de la saison, on va savoir. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. À partir de janvier, tu peux voir avec Kevin Durant, essayer de négocier une prolongation. Tiens, tu es prêt à prolonger? Non. Ah ok, tu veux pas prolonger? Là, effectivement, passer à l'action. Bon, on verra. Autrement dit, on n'a pas fini d'entendre parler de Kevin Durant. Allez, un petit mot de championnat de France. On va quand même parler. Paris a battu Monaco, encore deuxième match, deuxième victoire de Paris, du Paris Basket, 92-67, la gros carton. Avec 28 points de TJ Short qui en a déjà mis 30 au premier match. TJ Short bien parti pour MVP. Pour le MVP des finales, ouais. Exactement. Et Paris bien parti pour aller chercher son premier titre. Toutes les équipes de Paris qui gagnent, comme tu le dis. Voilà, on vit dans une ère terrible sportivement. Non, je plaisante, les deux équipes méritent, il n'y a pas de problème. Attends, je regarde qui a été champion de handball. C'est pas fini encore, je crois, mais bon, c'est probablement Paris. Peut-être en course. Mince, la Star League, ça s'appelle. Ouais, c'était la Lidl Star League.
Il fut un temps. Je sais pas si Tu ça a tapes bougé. Star League. En France, on a Même Google, il veut pas te trouver. sur le naming des ligues, on a quand même pour le basket féminin la Wonder League, la boulangère. Voilà. Ouais, ça c'est compliqué. Paris avait terminé en tête. Je ne sais pas s'il y a des playoffs. Non, ils sont champions. Bah voilà, donc Paris est champion, on va voir au volet. À la pétanque, non, la Qui a pétanque, c'est gagné bon. en rugby? Tu sais qui a gagné en rugby? En rugby, c'est fini déjà? Je sais pas. Voilà, on fait un petit tour des sports. Oh là là, la Marmara Spike League au volet. Marmara Spike League. Ouais. Non, mais en rugby, ça doit être. Là, il y a la finale qui. Ah, attends, l'année dernière, c'est Toulouse. C'est fini déjà? Enfin, C'est Tours qui a gagné. Pas Ouais. Paris, mais c'est pas Paris. Pardon, je fais le tour. Et top 14, allez, top 14. Voilà, top 14, ça sort. C'est pas fini. Et je crois que c'est pas fini parce que j'avais plutôt suivi à un moment. Et... Ah oui, il y a les demi-finales, mais il n'y a pas Ouais, Paris. Je vous rassure, il y a Toulouse, Bayonne, Toulon et Bordeaux-Bègles. Ouais, ça va être Toulouse-Bordeaux-Bègles, voilà. Annoncer la finale. Un petit derby. Allez, pardon. Et on finit par un gros point WNBA. Il y avait beaucoup de matchs la nuit dernière, Ouais. 6 matchs, et un match où c'est parti un peu en cacahuète. Victoire du Fever contre le Sun 88-71. Le Fever de Caitlin Clark qui a fait 20 points, 6 passes. Un match où justement Caitlin Clark a été impliquée dans une embrouille. Je te laisse nous raconter ça. Ouais, il y a déjà un passif Indiana Connecticut là depuis le début de la saison. Même Connecticut a beau être à la ramasse, il y a un petit contentieux. Là, c'est un match qui a été pas du tout maîtrisé par les arbitres. C'est parti en cacahuète. C'était n'importe quoi. Dans le troisième quart, t'as Caitlin Clark qui se prend ce qui semble être un doigt dans l'œil de JC Sheldon. Derrière, altercation, Marina Mabrey qui arrive et qui envoie un tampon de l'espace à Caitlin Clark qui finit au sol. Elle n'est pas expulsée, mais il y a 3 techniques. Dans le 4e, il y a Sophie Cunningham, coéquipière de Caitlin Clark, qui attrape JC Sheldon à son tour, embrouille, 3 expulsions. Enfin bon, c'était un peu n'importe quoi et c'est pas ce qu'on aime bien voir. Les arbitres plusieurs fois cette saison n'ont pas été toujours à la hauteur de certains des matchs et les coachs commencent à s'en plaindre, certaines coachs, notamment Stephanie White, la coach d'Indiana. Sur le sportif, quand même, Indiana s'est qualifié pour la finale de la Commissioner's Cup. C'est donc pour ceux qui ne savent pas, l'équivalent de la NBA Cup, mais qui existe depuis plus longtemps que la NBA Cup. Et le Fever jouera contre les Lynx en finale de la compétition. À Connecticut, Timo Brie-Hartley, internationale française, on l'a un peu oublié parce que le poste de naturalisé est maintenant occupé par Gabby Williams, mais Brie-Hartley a rendu de fiers services à l'équipe de France en 2019, notamment avec une médaille d'argent à l'Euro. Elle était titulaire, elle n'avait pas joué en WNBA depuis 2022, là, avant cette saison, et là, elle était titulaire et elle a joué 14 minutes. Voilà. Yes, le Lynx, justement, qui a battu Las Vegas 76-62. Ouais. Washington a battu Chicago 79-72. Golden State, dès qu'il n'y a plus de Janelle Salin, c'est plus compliqué. Ils ont perdu contre Dallas avec 20 points, je crois, de Paige Baker, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'elle a mis 20 Je suis obligé de faire un point Paige Baker rapidement quand même, tu sais, je suis obligé de défendre ma paroisse, c'est pas ma paroisse, mais elle met 20 points sur la saison. Alors Dallas fait une saison catastrophique, c'est que la 2e victoire pour les Wings. Mais sur les prestations individuelles, il n'y a que 2 joueuses, tu vois, je vante tout le temps la défense de Paige Baker, il n'y a que 2 joueuses cette saison qui sont à 2 interceptions et 1 contre minimum de moyenne en WNBA. C'est A'ja Wilson, donc joueuse monstrueuse, meilleure joueuse défensive plusieurs fois, multiple MVP, et Paige Baker. Donc tu vois, l'impact défensif individuel, le rendement défensif individuel est là. Et bon, ça se traduit pas par des performances collectives, mais Paige Baker, c'est bien dans sa saison. Il y avait Carla Late quand même qui était titulaire pour les Valkyries, qui est pas partie pour l'Euro. Elle n'a pas fait de late show comme ils disent les Américains là-bas. Ils aiment bien dès qu'elle monte un peu en régime, ils appellent ça le late show. Mais belle activité quand même, 8 points, 4 passes, une interception, 1 contre en 27 minutes pour Carla Late. Ce qui est intéressant aussi sur Paige Baker, c'est qu'elle est montée en puissance en termes d'efficacité là, sur ces derniers matchs. Oui. Elle commence à prendre ses marques. Voilà, ça peut entraîner Dallas. L'an dernier, Caitlin Clark, sa saison commence très mal sur le point de vue collectif. Et Indiana avait fini quand même par réussir à se qualifier en playoff. Ça sera peut-être pas le cas pour Dallas, mais Dallas peut progresser au fur et à mesure de la saison. La pause des JO avait beaucoup de bien. Caitlin Clark avait fait une 2e partie de saison stratosphérique. Donc là, il n'y aura pas cette pause olympique, mais
C'est le projet, l'idée, c'est de continuer de donner les clés à Paige Baker. C'est espérer qu'autour ça tourne un peu mieux, mais c'est quand même c'est un peu difficile à regarder alors que l'effectif normalement devrait, sans être beaucoup plus fort que ça, au classement devrait être un petit peu plus haut quand même. Seattle aussi a écrasé Los Angeles 98-67 avec deux Françaises, hein. Dominique Malonga qui a encore joué 13 minutes, il a mis 7 points et surtout Gabby Williams, 11 points, 4 rebonds, 7 passes et 8 T'as vu interceptions. ça, ouais. Exceptionnel ce qu'elle a fait. Alors en face, c'était une équipe, j'allais dire une équipe B, c'était même pas une équipe B des Sparks. Il y a un nombre Ouais, d'absences pas Kelsey terrible. Plum. Pas Kelsey Plum, pas les filles qui sont parties à l'Euro. Enfin, c'était pas une équipe WNBA sur le papier, mais Gabby Williams, pas de pitié. Donc tu l'as dit, 11 points, 8 interceptions. C'est un record de franchise. Et le Storm, c'est pas une franchise comme les autres, hein, c'est une des franchises historiques de la ligue. 7 passes, 4 rebonds, plus 34 en 29 minutes. Elle est exceptionnelle sur le plan défensif cette saison. Elle a toujours été incroyable en défense, hein, mais là, le rayonnement, tu vois, elle n'a pas besoin de marquer 20 points à tous les matchs. Hein, elle était à 14 points de moyenne, je crois, il n'y a pas très longtemps. Top 20 dans toutes les catégories statistiques. Elle fait une saison, je le redis, de niveau All-Star et j'espère que les votes iront dans ce sens. D'ailleurs, vous pouvez voter pour les All-Stars WNBA depuis hier, je pense, ou depuis quelques jours. Et ce serait bien d'y envoyer Gabi, même si je pense que les coachs s'y tromperont pas dans tous les cas et l'enverront. Elle fait une saison de très 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 haut niveau. Et Dominique Malonga, tu l'as dit, elle a joué 13 minutes, 7 points, 3 rebonds, une passe, une interception pour elle qui va peut-être. On espère que son temps de jeu va se stabiliser parce que elle jouait une dizaine de minutes à chaque fois récemment et puis elle était retombée sur un match à 3-4 minutes. Ils ont transféré une de ses concurrentes, on peut dire, à son poste, Lee Weru, qui est partie à Dallas, justement. Donc, logiquement, on devrait avoir du temps de jeu pour Dominique Malonga. New York a battu Atlanta aussi 86-61 avec un nouveau gros match de Sabrina Ionescu. Elle met 34 points avec 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Elle fait une sacrée saison, Sabrina Ionescu. Ouais, sacrée saison. Là. Et puis en ce moment, elle est vraiment bouillante en attaque. Alors, elle avait déjà mis 34 points sur la défaite contre Indiana, la première de la saison. Là, elle a remis le couvert. C'était dans un match très chaud parce que New York était mené 17 points en deuxième mi-temps. Et Sabrina Ionescu et Brianna Stewart ont accéléré. Et Atlanta, qui fait un plutôt bon début de saison, hein, qui était dans le wagon top 4, qui s'est complètement écroulé. Et contre New York, quand tu laisses une opportunité, ça se traduit par ça. En tout cas, effectivement, tu l'as dit, très très bonne saison de Sabrina Ionescu, notamment sur le plan offensif. Ouais, candidate au MVP avec Nafisa Collier, Caitlin Clark. Nafisa Collier, qui d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, qui s'est un peu blessé lors du match des Lynx, une blessure au dos pour l'aspirante MVP et les Lynx, donc tu disais qu'ils ont perdu contre les Aces, qui jouent elles sans qui ont gagné contre les Aces. Et qui ont battu les Aces après avoir été menées. Elles étaient menées à la mi-temps et elles sont un peu aussi. Les Aces sont un peu écroulés après. Et Jay Wilson blessé également. Donc là, les deux des superstars de la ligue un peu en difficulté physiquement. Et je rappelle que l'Euro féminin, ça commence cet après-midi, 16h30, France-Turquie sur TMC. L'Euro sera diffusé sur les chaînes du groupe TF1. Si ça vous intéresse, preview disponible à la fois sur la chaîne Basket Session, mais aussi sur basketsession.com. Il y a une preview de l'Euro féminin. Donc voilà, on parle de l'équipe de France. C'est Shai qui s'est chargé de ça. Donc n'hésitez pas à checker ça. Nous, on va se laisser là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR, comme d'habitude. Et vendredi, on sera à 3 avec Théo pour débriefer le Game 6. Peut-être le dernier des finales. On verra tout ça. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.